Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le lourd passé nucléaire français effectué en Algérie qui a causé des conséquences humaines et environnementales sans précédent, connu sous le nom de code Gerboise bleue. On parlera également des activités d'exploitation d'uranium par une société française au Niger où des employés, des habitants des zones minières auraient été laissés exposés sciemment à d'importants taux de contamination radiologique et subissent aujourd'hui des conséquences toxiques de ces extractions. Il y a aussi cet épisode de l'oppression du colonialiste français au Tchad, le massacre des coupes-coupes survenu en 1917, qui a conduit à l'assassinat de centaines d'intellectuels. À découvrir un film qui révèle chaque détail de ces atrocités qui ont décimé des villages entiers. Et à Gaza, l'entité sioniste a entamé hier la libération de 200 prisonniers palestiniens en échange de 4 détenus libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Pour rappel, l'entité sioniste poursuit sa politique génocidaire et bloque le retour des réfugiés gazaouis. Bienvenue à tous. Le Parlement arabe a vivement condamné la déclaration du Parlement européen concernant l'Algérie et l'a appelé à respecter les décisions de la justice algérienne et à cesser immédiatement de tels agissements qui constituent une violation flagrante de tous les instruments internationaux. Le Parlement arabe a exhorté le Parlement européen à ne pas politiser la question des droits de l'homme et à ne pas l'utiliser comme prétexte pour une ingérence injustifiée et inacceptable dans les affaires intérieures des États. Le Parlement arabe a interpellé les députés du Parlement européen pour leur inaction sur les violations des droits de l'homme en Palestine, le peuple palestinien qui subit un génocide aux yeux du monde entier. Le Parlement arabe a affirmé que le Parlement européen n'a pas à donner aujourd'hui des leçons à l'Algérie ou aux pays arabes en matière d'application de la loi et de protection des libertés. Adoption vendredi d'une déclaration présidentielle au Conseil de sécurité des Nations Unies sous l'initiative de l'Algérie qui met en avant l'importance de l'architecture institutionnelle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Une déclaration qui marque une évolution importante en consacrant pour la première fois la reconnaissance au plus haut niveau international du rôle du champion de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme dévolu au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été choisi par ses pairs africains. Yasmine Msodi. S'appuyant sur ses propres ressources et son leadership, l'Afrique est en mesure de faire face aux menaces terroristes sur ses terres. Une position à travers laquelle l'Algérie a entériné son rôle central dans la lutte contre ce fléau. Lors des différentes réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a réaffirmé que l'Afrique est capable de prendre en charge cette responsabilité de manière autonome. Cette position a été suivie d'une reconnaissance internationale majeure. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement validé le rôle de l'Algérie en matière de sécurité, confirmant son engagement pour la stabilité du continent. Ce geste marque une étape décisive, renforçant la place de l'Algérie en tant qu'acteur clé dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix en Afrique. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord me féliciter des efforts inlassables déployés par le président algérien pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Nous nous félicitons de la réunion de haut niveau que vous avez menée pour discuter du terrorisme en Afrique. Cela démontre bien l'excellence de la diplomatie algérienne. Monsieur le Président, ma délégation salue la tenue de ce débat ouvert sur la lutte contre le terrorisme en Afrique et remercie l'Algérie d'avoir consacré l'événement signature de sa présidence à ce fléau qui demeure une menace de premier ordre pour le continent, comme dans plusieurs autres parties du monde. Le Burundi se réjouit de participer à ce débat ouvert et félicite l'Algérie pour la pertinence des sujets abordés au cours de sa présidence du mois au Conseil de sécurité et particulièrement cette session sur la lutte contre le terrorisme, une menace persistante qui pèse lourdement sur la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, je félicite l'Algérie de la manière remarquable dont elle préside le Conseil de sécurité. Et je vous remercie de présider cet important débat public.
Pour la première fois, le rôle essentiel des mécanismes africains de lutte contre le terrorisme a été reconnu, notamment à travers des structures comme la Commission des services de renseignement et de sécurité africains, Afripol, et l'unité de lutte contre le terrorisme de la force africaine. Cette reconnaissance met en lumière la structure de sécurité développée par l'Afrique pour faire face à la menace terroriste. Elle marque également une avancée importante vers le renforcement du rôle de l'Afrique qui, sous la conduite de ses États et en partenariat avec la communauté internationale, est désormais en mesure de définir et de mettre en œuvre ses propres solutions aux défis sécuritaires. Ainsi, la communauté internationale doit mieux accompagner la montée en puissance de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine par un financement suffisant, prévisible et durable des opérations antiterroristes, une modernisation des équipements militaires et la lutte contre la prolifération des armes de toutes catégories. L'Algérie, grâce à sa discrétion politique avisée et à sa vision stratégique, ne se contente pas de protéger ses frontières, mais œuvre également à la construction d'une coopération continentale contre le terrorisme qui relie sécurité et développement. Soutenue par des partenariats internationaux solides, cette initiative ne se limite pas à une simple démarche diplomatique, mais représente un positionnement historique porteur des ambitions de tout un continent. À Milan, cœur économique de l'Italie, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, a rencontré les Algériens qui y sont établis. La rencontre consistait à renforcer les liens entre l'Algérie et ses talents installés dans tout le nord italien. Voyez cette correspondance signée Afaf Pelouchette. Organisée par le consulat général, cette rencontre placée sous le signe de l'échange et de la valorisation des talents a réuni les membres de notre communauté autour d'un objectif commun, renforcer les liens entre l'Algérie et ses talents installés dans tout le nord italien. Milan est la capitale économique de l'Italie et c'est tout à fait normal que ce sujet se répercute sur le contenu des discussions que j'ai eues avec les membres de notre communauté nationale à l'étranger. Ils sont très attachés à s'impliquer activement dans l'effort de développement national. Ils sont déjà des contributeurs actifs au développement de leur pays de résidence et ils le seront certainement au profit du développement des relations bilatérales. Cette rencontre a permis justement d'exposer toutes les opportunités et incitations qui sont offertes par les textes de loi, notamment la loi sur l'investissement de juillet 2020. Dans la salle, des femmes, des hommes de tout horizon, de toute génération, chacun porteur d'un morceau de cette histoire commune. Installés en Italie depuis des années, certains se positionnent comme des passerelles entre leurs deux patries. On est ici, on connaît la vraie culture italienne, donc on peut être un vrai pont entre l'Algérie et l'Italie dans tous les domaines, que ce soit culturel, ou bien commercial, ou bien tout ce que vous voulez. Des passerelles, mais aussi des projets concrets. L'accent a été mis sur la jeunesse, qui représente à la fois une richesse et un espoir pour l'avenir. Les initiatives individuelles et collectives ont été mises à l'honneur. هذا كما راكي ترى يعني لقاء كأنه عرس يلتقي الجزائريين إعطاء أولوية كبيرة خاصة أن القيادة في البلاد على رأس السيد رئيس الجمهورية المجيب تبون يعني أبدأ هذا التواصل مع الجالية الدائم واللقاء. نأمل أن هذا اللقاء نخرج منه ببعض التوصيات وإجراءات عملية. Un discours partagé par les plus jeunes, porteurs de nouvelles ambitions pour bâtir un pont durable entre l'Algérie et l'Italie. En tant qu'architecte, on peut participer dans plusieurs domaines. On peut collaborer avec plusieurs acteurs d'autres domaines. Alors, je pense qu'on aura l'opportunité de participer avec des projets pareils. Le projet Inch'Allah, c'est nos enfants. C'est nos enfants, c'est le futur. Ta'ala, c'est العلم والثقافة الجزائرية. تعطينا ثاني فرص إذا رانا زعما حابين نديروا مشاريع في بلادنا كيفاش نستثمروا. Mon identité, c'est très lié à le fait d'être italienne et algérienne. Donc il faut pas détacher cette origine. Donc c'est normal d'avoir la volonté de m'épouser avec les gens algériennes. Moment fort de cette journée, la récompense des enfants ayant maîtrisé l'apprentissage de la langue arabe, un symbole de l'importance des traditions et de l'identité algérienne pour notre communauté. Comme à Naples et à Rome, à Milan, la diaspora algérienne montre qu'elle est prête à jouer un rôle stratégique dans les relations entre les deux pays sur le plan économique, culturel et humain. Une rencontre marquée par l'écoute, l'espoir et l'envie de bâtir des ponts solides entre l'Algérie et l'Italie.
À quelques semaines de la commémoration du 64e anniversaire de Gerboise Bleue, on a choisi de revenir sur ce crime contre l'humanité commis par le colonisateur français en Algérie, dont les répercussions sont toujours ressenties dans les régions touchées par ces essais nucléaires devenus zones interdites en raison de la présence de rayons radioactifs. Yasmine Saudi. Le 13 février 1960, l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire à Ergen, dans le Sahara algérien, Gerboise Bleue. Sa puissance, estimée entre 60 et 70 000 tonnes d'explosifs, équivalait à presque 5 fois celle larguée sur Hiroshima. Cet essai a causé des conséquences humaines et environnementales sans précédent. El-Hadj Zawi, habitant de la région, revient sur cet événement tragique. Je me souviens de ces explosions comme si c'était hier. J'avais entre 11 et 12 ans, lorsque l'on nous a demandé de nous bander les yeux dès 6 heures du matin. Puis, il y a eu cette explosion, un bruit assourdissant suivi d'une lumière bleue aveuglante. L'onde de choc de l'explosion a été ressentie jusqu'à Béchar Ibn Abbas. Le 13 février 1960, la France a procédé à son premier essai nucléaire dans la région d'Ergen, au sud de l'Algérie. Cet essai, d'une puissance de 237 km, équivaut à 5 fois les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Par la suite, 35 essais supplémentaires ont été réalisés dans la région de Hamoudia, laissant des traces profondes sur l'environnement et les populations locales. L'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec un peu d'étonnement des années après. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans, est franchement scandaleux. Durant des années, le Grand Sud algérien a été utilisé comme champ d'expérimentation et les populations locales comme de véritables cobayes. Les conséquences désastreuses des radiations sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Dans cette région, les chiffres concernant les leucémies et les sarcomes musculaires sont particulièrement élevés. Cela fait 3 ans que l'on m'a diagnostiqué un cancer et je souffre de douleurs généralisées. Cela résulte des conséquences de ce que nous avons subi dans la région. Les essais nucléaires réalisés à Hamoudia, dans la commune d'Ergen, font partie des nombreuses atrocités subies par le peuple algérien durant la période coloniale. Cette époque a été marquée par l'utilisation de méthodes de destruction massive, laissant des séquelles qui risquent d'affecter les générations futures. Au Niger, des preuves accablantes sur les activités d'exploitation d'uranium par une société française sont dévoilées. Des employés, des habitants des zones minières auraient été laissés exposés sciemment à d'importants taux de contamination radiologique, ressource clé pour centrales nucléaires françaises. Le Niger alimente 70% de l'électricité du pays au prix d'un lourd tribut humain et environnemental. Aujourd'hui, des milliers de Nigériens subissent les conséquences toxiques de l'extraction d'uranium. Yanis Aït Belkacema. Des tombes à perte de vue. Ce cimetière collectif témoigne d'un paradoxe glaçant. Au Niger, l'exploitation de l'uranium, ressource vitale pour la France, a laissé un héritage tragique. Des terres ravagées et des vies brisées. L'uranium nigérien alimente 70% des besoins en électricité de la France. Plus de 50 centrales nucléaires de ce pays sont alimentées avec de l'uranium nigérien au prix d'une souffrance silencieuse. Les zones d'extraction devenues de véritables cimetières abritent les restes de milliers de victimes entre travailleurs des mines et habitants de la région décimés par des maladies liées à l'exploitation sans protection. L'uranium nigérien est sauvagement exploité, sans protection de sécurité, sans informer la population et sans retombées économiques. Et puis voilà, il n'y a que la pollution durable. À travers la Cominac, a démantelé pièce par pièce la société pour ne pas nous permettre de continuer son exploitation. La France arrivait à alimenter
son territoire. Je travaillais dans une mine d'extraction d'uranium et à cause de ce travail, je suis tombé malade car on travaillait sans aucune protection. Une surexploitation des mines sans aucune norme de sécurité au détriment de la santé des Nigériens. De l'eau, montrer qu'il y avait une pollution de l'eau par l'uranium, l'eau qui était pourtant distribuée par les compagnies minières à la population d'Arlit. Cette eau dépassait très largement les normes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, ça touche aujourd'hui les gens sur place, mais comme la radioactivité de ces déchets qui sont là, elle est à durée de vie très très longue, puisque vous avez là-dedans des radionucléides, des éléments radioactifs qui ont des durées de vie de milliards d'années. Le Niger, pourtant riche en ressources naturelles, demeure l'un des pays les plus pauvres au monde. La France dépend de cette ressource, porte une lourde responsabilité. Le contraste entre les richesses exploitées et la misère qui en résulte met en lumière les inégalités héritées de l'époque coloniale. Il y a aussi ces douleurs des injustices passées qui rongent toujours et qui peinent à cicatriser. Au Tchad, les cicatrices du colonialisme français sont toujours vivaces. L'un des pires épisodes de l'oppression, le massacre des Coupes survenu le 15 novembre 1917, qui a conduit à l'assassinat de centaines d'intellectuels. Cet événement a été raconté dans un film réalisé par un cinéaste ivoirien, censuré avant même sa sortie. Le film révèle chaque détail de ces atrocités qui ont décimé des villages entiers. Rina Lorari. Une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Interdit de diffusion pendant plus de 40 ans, ce documentaire ressurgit soudainement et a même fait le buzz sur la toile. Il met en lumière un sombre chapitre de l'histoire coloniale française en Afrique. Réalisé par un cinéaste ivoirien, ce film, censuré avant même sa sortie, a coûté à son réalisateur une année de prison ferme associée à une lourde amende. Son inculpation, avoir exposé au grand jour les massacres perpétrés par la France coloniale en Côte d'Ivoire. Le documentaire révèle chaque détail des atrocités qui ont décimé des villages entiers, n'épargnant ni femmes ni enfants. Des actes barbares commis sous couvert de civilisation, loin des idéaux de paix, de justice et de tolérance clamés par la France coloniale. Des crimes qui ne sont cependant pas isolés. En 1917, plus de 400 érudits musulmans ont été exécutés de sang-froid au Tchad, puis ont été enterrés dans une fosse commune pour avoir refusé de se soumettre aux lois coloniales françaises. En 1917, les Français ont commis le terrible massacre de Qabqab, un acte d'une brutalité extrême. Ils ont trompé et attiré les érudits et chefs musulmans de la ville d'Abéché à une réunion avec le gouverneur français. Une fois sur place, les érudits ont été exécutés, leurs têtes ont été tranchées en représailles à la mort d'un soldat français dans la ville. La première action entreprise par la France fut d'effacer l'identité des musulmans en éliminant toutes leurs lois. Elle a détruit les mosquées, a brûlé les exemplaires du Saint-Coran et a déployé tous les moyens pour abolir la langue arabe et imposer la langue française. Ces massacres, que la France a tenté d'effacer des mémoires collectives, rappellent que la violence a toujours été le pilier sur lequel les puissances coloniales ont fondé leur pouvoir. Dakhla, vitrine touristique pour certains, symbole de souffrance pour d'autres, le quotidien espagnol Público dévoile comment le Maroc utilise le tourisme pour occulter une répression implacable des Sahraouis sur leur propre territoire, derrière les plages et les activités en plein désert, des vies brisées, des militants réduits au silence et des droits fondamentaux bafoués. Une enquête qui appelle à ouvrir les yeux sur une injustice trop souvent passée sous silence. Sabrina Kshrout. La presse espagnole s'en fait l'écho. Le journal Público décrit comment le régime du Marzen marocain utilise le tourisme pour promouvoir son occupation du Sahara occidental. Sous la carte postale, la répression féroce infligée aux Sahraouis, notamment à Dakhla, entre mer et désert, à l'avant-poste de la communication merzénienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Dakhla, le tableau cache une réalité sombre, où des stations balnéaires pittoresques et des attractions touristiques cachent une répression marocaine brutale à l'égard des citoyens sahraouis. Promu par l'occupation marocaine, Dakhla est devenue une destination touristique émergente, ralliée par des vols à bas prix,
marketé pour une clientèle européenne où les sports nautiques se disputent avec les excursions dans le désert. Un faux paradis d'aventure et de détente, assis sur la répression systématique du peuple sahraoui par les forces du Marzen. Zone de villégiature et de fruits de mer, Dakhla est devenu un lieu emblématique de la répression des Sahraouis et de disparition de leurs militants. L'occupation marocaine impose un contrôle militaire strict sur la ville afin de museler les voix dissidentes et de punir tout acte visant à manifester l'identité du peuple sahraoui. Utiliser le tourisme pour justifier son contrôle du Sahara occidental est une stratégie marzénienne ancienne et ne fait aucun doute. Ce, alors que la dernière colonie d'Afrique attend toujours son indépendance, selon les termes bel et bien réunis du droit international. Le journal Público et l'auteur de l'article, José Carmona, rappellent que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et doit donc s'abstenir de toute forme d'exploitation de toutes ses ressources. L'article en appelle à une prise de conscience internationale, exhortant les pays et les entreprises à sortir du non-sens et de cesser d'ignorer les violations des droits humains au nom du tourisme et des relations diplomatiques. L'image pittoresque de Dakhla auprès des touristes qui la visitent est une honte, bâtie sur des violations graves des droits humains. Sous le soleil et de l'autre côté des vagues dont profitent les touristes, la juste lutte pour la liberté du peuple sahraoui se poursuit, ses souffrances aussi. L'entité sioniste a entamé samedi la libération des 200 prisonniers palestiniens en échange de 4 détenus libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Il s'agit du deuxième groupe de prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur dimanche dernier et dont la première phase doit durer 6 semaines. Sabrina Kchout. Ces 4 prisonnières, appartenant à l'entité sioniste, ont été libérées hier à Gaza contre 200 otages palestiniens, et ce conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement de résistance Hamas et l'occupant sioniste, entré en vigueur le 19 janvier. Malgré les souffrances, malgré les destructions, nous sommes chez nous, encore debout. À aucun moment nous n'avons abandonné nos maisons, en dépit de ce que nous endurons, alhamdoulilah. Nos maisons sont tombées, notre pays a été dévasté, mais nous sommes toujours debout, dans la fierté et dans la gloire. À Gaza et en Cisjordanie occupée, la foule exulte à l'accueil d'une partie des quelques 200 Palestiniens libérés. Ce prisonnier a passé 30 ans dans les geôles de l'entité scélérate. Ils sont bon nombre à y avoir passé plusieurs dizaines d'années, souvent sans motif, dans des conditions inhumaines. Mais l'heure est au soulagement. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. C'est un sentiment indescriptible, entre joie et tristesse. Je remercie Dieu pour ce moment. Le retour, prévu samedi dans le nord du territoire de centaines de milliers d'habitants, a été bloqué par l'entité sioniste, qui l'a conditionné à l'ouverture du corridor contre la remise d'une prisonnière sioniste qui sera relâchée, selon le mouvement de résistance Hamas, à l'occasion du 3e échange prévu le 1er février. Depuis l'arrêt officiel des combats, l'entité sioniste a enclenché une agression en Cisjordanie où les opérations de répression, de violence et de destruction se multiplient. À El Khalil, Beit Laham, Ramallah, Jenin et Tulkarem, plusieurs dizaines de Palestiniens ont été capturés. Alors que les États-Unis annoncent vouloir déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, dans le cadre d'un plan de paix consistant à faire le ménage dans le territoire palestinien. Je vivrai ici même si je devais m'installer sur ces décombres. Sans eau et sans nourriture, je vivrai quand même ici. L'administration Trump a en outre confirmé avoir débloqué une livraison de bombes de 907 kilos pour son allié sioniste, laquelle a été bloquée auparavant par Biden, estimant qu'elle causerait une grande tragédie humaine. Et puis, sachez que l'autorité palestinienne de l'OFA a annoncé que l'armée d'occupation avait détruit l'unique usine de dessalement d'eau de mer lors de ses récentes opérations dévastatrices dans le nord de la bande de Gaza. Et on termine ce journal avec une note d'apaisement. On vous propose de découvrir le lac Daya, niché au cœur de paysages idylliques de Médéa. Surtout que la météo a été particulièrement clémente ces derniers jours, ce qui a motivé les randonneurs et les familles de s'y rendre et profiter du soleil et de l'air pur. Un lieu unique, encore peu fréquenté, que notre reporter Majda Jahmoun nous propose de découvrir. Reportage. Notre aventure commence par un briefing matinal. Une superficie de 2 hectares et une profondeur de 1,20 m. Les randonneurs venus de Gouraya préparent leur itinéraire tout en respectant les consignes essentielles.
Dès les premiers pas, l'émerveillement est palpable. Arrivés au bord du lac, les participants marquent une halte pour contempler la beauté des eaux calmes entourées d'une nature généreuse. C'est notre première fois. Je trouve que c'est un endroit magnifique pour les familles, pour les jeunes, surtout pour passer un moment de détente. On s'est déplacé avec mon groupe. Il y a quelques retraités, il y a quelques cadres de la jeunesse. On s'est déplacé à Média. On vient de découvrir une nature formidable, surtout ce grand lac. Mais il est un peu, c'est-à-dire il y a quelques sachets. On espère la prochaine fois, c'est-à-dire on va le retrouver encore plus propre. Mais l'expédition n'est qu'à ses débuts. Les randonneurs décident de prendre de l'altitude pour découvrir un autre trésor. La deuxième partie de la randonnée consiste à visiter la montagne de Kef el-Garn. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude avec une vue imprenable qui donne sur la wilaya de Blida, Tipaza, mais également Ain Dfla. C'est magnifique. La nature, comme toute l'Algérie, l'Algérie est belle. وين نروحوا نسيبوا دي شوفوا الى دميديا طلع على تيبازا عند دفله تشوفي لو سومي تشوف البحر تشوف هكذا c'est magnifique. C'est un lieu où ils se reposent, ce sont dans un milieu naturel. Les invite à visiter les lieux هذو et découvrir حاجه vraiment extraordinaire. Il faut savoir que nous sommes les invités de cette nature. Nous avons besoin de marcher et de sentir l'air frais pour rester loin des hôpitaux. Mais je vous prie de préserver ce trésor naturel et le respecter. Ce site est formidable, mais on aimerait bien qu'il y ait des toilettes publiques, des barbecues encastrés à louer aussi. On profitera plus de ces lieux. C'est pour la première fois où nous jouons السياحة الجبلية. Ce groupe expérimente le tourisme de montagne pour la première fois. À partir de ce balcon naturel, on peut voir le Belge de Tipaza ou encore le mausolée royal de Mauritanie. En redescendant de la montagne et sous un soleil éclatant, le lac d'Aya s'anime. Entouré de familles venues profiter de cet havre de paix, les enfants s'amusent tandis que les parents s'affairent autour des grillades dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vraiment, c'est un endroit magnifique. راك تشوفي لا ناتور ما شاء الله لي فامي هنايا سي ان اندروا سيكوريزي تو دونك راهي قبله كما نقولوا للمواطنين لا دوزيام فوا اللي جيت لهنايا عجبني بزاف هنايا الحال. Ce lieu me plaît beaucoup. Je suis venue avec mes parents et ma grand-mère. J'ai adoré voir les vaches. عجبني الابقار اللي كيراهم هنا. C'est la première fois qu'on visite le lac d'Aya, ma famille et moi. C'est vraiment beau, ça nous détend. Je vous invite à visiter cet endroit paradisiaque. L'Algérie regorge de sites stupéfiants à découvrir. Cette escapade au lac d'Aya offre une parenthèse hors du temps. Un site encore méconnu qui mérite d'être découvert non seulement pour sa richesse écologique, mais aussi pour l'expérience unique qu'il assure à ses visiteurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.